Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde dont la thématique est la thématique de la santé. Donc, je suis vraiment ravie d'être votre animatrice. Pour bien vieillir, donc, le thème que nous allons aborder est crucial puisque nous parlons de la santé des personnes. Donc, nous avons la chance d'avoir parmi nos intervenants des personnes issues du secteur gériatrique, des personnes issues du secteur handicap, mais aussi des personnes issues du secteur de la vie. Donc, merci à tous pour votre participation. Donc, il est vraiment essentiel de reconnaître que les personnes en situation de handicap font face à des défis lorsqu'il s'agit de bien vieillir en bonne santé ou d'être bien pris en soin. Alors, c'est pourquoi il est si important de partager nos connaissances, donc issues des secteurs qui sont, pour moi, j'en suis convaincue, donc complémentaires au service de la personne. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Bonjour, Sébastien Coine, je suis psychologue au Papillon Blanc depuis quelques années maintenant. J'ai la chance d'intervenir dans différents services et établissements, notamment la maison d'accueil spécialisée, le service de l'escale, on appelle aussi la messe externalisée, le service d'accueil de jour, la parenthèse, et le foyer de vie de Bondu. Bonjour, donc moi je suis le docteur Soiris, je suis gériatre depuis 20 ans. Je travaille à l'hôpital de Roubaix, je m'occupe d'une UHR, c'est-à-dire une unité qui s'occupe des troubles du comportement de gens qui sont porteurs de maladies neurodégénératives, c'est-à-dire Alzheimer. Et je suis ici parce que nous sommes en train d'ouvrir une consultation pour justement les personnes qui viennent du handicap et qui vieillissent. Voilà. Bonjour à tous, moi je suis Marie Passavant, directrice des résidences du centre hospitalier de Roubaix, donc qui comprennent EHPAD et USLD, et directrice référente de la filière gériatrique. Bonjour, je m'appelle Charlotte Patou, je suis infirmière actuellement au foyer d'accueil médicalisé de Vincelles et j'ai entamé une formation d'infirmière en pratique avancée. Bonjour, moi c'est Nadia, je suis infirmière libérale depuis 2017, infirmière depuis plus de 20 ans. J'ai travaillé dans le secteur psychiatrique avant d'intégrer le libéral sur le secteur de Tourcoing et je travaille avec les Papillons Blancs depuis un certain nombre d'années maintenant, et notamment la structure Schumann depuis plus de 2 ans. Voilà. Merci. Donc, nous allons parler de coordination de parcours. Donc, coordination de parcours, des passerelles entre le secteur handicap et le secteur gériatrique. Donc, d'après vous, quels sont les leviers, les facilitateurs, on va dire, mais quels sont aussi les freins? Madame Passavant. Alors, je crois que la vidéo a été assez parlante sur la transition douce en fait entre les mondes, puisque les mondes ne sont pas tout à fait les mêmes, mais on aura l'occasion d'y revenir peut-être après, vous l'avez abordé ce matin. Les compétences ne sont pas les mêmes, les moyens ne sont pas les mêmes, donc voilà, il y a une transition qui doit être travaillée en amont, et pour ça on a mis en place au niveau du centre hospitalier, mais beaucoup d'établissements le font aujourd'hui, ce qu'on appelle des immersions, en tout cas le fait de venir en établissement à la journée ou à la demi-journée. Alors je sais qu'elle est dans la salle, Lila, qui est animatrice au sein des jardins du Vélodrome, où en fait les habitants du foyer de vie singulier pluriel à Roubaix viennent les mardis après-midi ou jeudi après-midi, selon leur envie, en activités qui sont proposées au sein de l'établissement. Donc c'est une façon de rencontrer ce qu'est l'établissement, de rencontrer le public accueilli. À l'inverse aussi, que les personnes accueillies au sein de l'établissement puissent rencontrer d'autres personnes, et que le moment venu de changement d'habitat, les choses se passent avec douceur. Ça c'est pour la version un peu collective. Sur la version individuelle, on a créé une USLD Jeunes Habitants, donc une unité de soins de longue durée sur la résidence Isabeau, qui accueille pas spécifiquement des personnes en situation de handicap, qui accueille des personnes issues de la psychiatrie, d'autres mondes, mais en tout cas pour lesquelles qui est dédié aux personnes qui ont entre 45 et 65 ans. Donc c'est une autre manière de faire. Les personnes sont beaucoup plus actrices dans la vie de l'établissement,
Il y a un éducateur spécialisé, compétence qui n'existe pas ailleurs au sein de l'établissement, puisque c'est quand même un monde très paramédical. On parlera après des freins éventuels, et ça en est un. Mais on accueille du coup à la journée les personnes qui souhaiteraient rejoindre l'établissement pour voir si les activités proposées, pour voir si la vie de l'établissement correspond à ce choix-là. Donc c'est ce qu'on peut appeler une transition douce. Et puis on a la chance d'avoir le partenariat avec Escale, qui est aussi une manière d'accompagner un peu différemment. Donc, un résident qui habite à Isabeau, qui est accompagné par l'Escale, qui est actuellement à vocation à travailler à domicile. Là, l'EHPAD étant considéré comme domicile, il y a eu une dérogation de l'ARS, et je les remercie, pour cette intervention croisée, qui est aussi une manière de faire se rencontrer les professionnels aussi. Et voilà, en termes de levier, ce type de colloque, les matinales que vous organisez très régulièrement au niveau des papillons blancs, c'est aussi une manière de se rencontrer, de partager. Il y a beaucoup de choses qui nous rejoignent, secteur personnes âgées, secteur personnes handicapées. Et donc, il faut savoir exploiter tout ça, et c'est l'occasion de pouvoir le faire. Quand j'évoquais les différents établissements dans lesquels j'interviens, il y a des établissements qui ont des ressources médicales, qui sont médicalisés, d'autres non. Ma réponse, elle va un peu s'appuyer quand même sur la manière dont on construit la coordination du soin au niveau de la maison d'accueil spécialisée. Ceci dit, et j'aurai peut-être l'occasion de l'évoquer par la suite, au niveau d'un service comme la parenthèse, on arrive aussi à s'appuyer sur ça, une fois que les ressources sont identifiées, on arrive à s'appuyer sur ces ressources. Alors notre expérience de la coordination du parcours de soins au niveau de la maison d'accueil spécialisée, elle nous a d'abord confronté à une première difficulté, qui est d'identifier les réseaux, les partenaires possibles, les expertises à aller chercher, notamment dans le secteur gériatrique, ce qui nous a demandé un petit peu de temps. D'autant plus qu'on est souvent dans une dynamique où on recherche des échanges avec des interlocuteurs ayant été sensibilisés à la question de la déficience intellectuelle ou souhaitant être sensibilisés à la question de la déficience intellectuelle. Donc ça a été les premiers freins qu'on a pu rencontrer. Ensuite, je dirais qu'on avait beaucoup de demandes. Et c'était un peu la difficulté, c'est de trouver des réponses à la hauteur de nos demandes. Alors, bien évidemment, on a trouvé des interlocuteurs, des passerelles possibles. Et je dois évoquer là les consultations Bien vieillir en situation de handicap qu'on a découvert, avec lequel on a trouvé un partenaire essentiel dans les réponses à apporter aux personnes accompagnées. Le travail qu'on mène avec le docteur d'Ambre à Saint-Amand, et je pense que le travail que vous allez développer par la suite, s'inscrit vraiment dans une dynamique d'enrichissement réciproque, et on va vraiment chercher l'expertise qui nous permet d'améliorer nos pratiques d'accompagnement sur le terrain. Alors peut-être, si je dois évoquer quelques facilitateurs, ou en tout cas ce qui nous permet d'organiser nos réponses et le parcours de soins, c'est que je crois vraiment qu'on a une réelle compétence dans notre champ médico-social, dans la coopération entre les différents acteurs de l'accompagnement et dans notre relation avec les familles. Et on a déjà une double expertise qui est très importante pour recueillir les observations, pour les organiser, ce qui nous permet aussi de construire et de préparer les consultations Bien vieillir et de vivre vraiment une expérience d'échange, d'expertise. Enfin, on va vraiment chercher une connaissance précise des personnes accompagnées, et quelque part on construit une triple expertise dans cet échange avec les consultations Bien vieillir à Saint-Amand. Et peut-être je dois souligner quand même le retour très positif qu'on a de la part des familles. Effectivement, j'emploie beaucoup le mot expertise, mais c'est aussi un moment d'échange et un moment où les qualités relationnelles nous permettent d'avancer aussi dans les réponses à apporter. Et je crois que si ça prend aussi bien dans nos établissements, que ce soit à la masse de Bondu ou à la masse de Tourcoing, c'est aussi pour cette raison-là, c'est qu'on trouve des interlocuteurs experts, mais qui sont attentifs
à nos besoins, qui s'adapte et qui nous aide à trouver des réponses concrètes en termes d'accompagnement. Alors, notre système de santé connaît des difficultés. L'accès aux soins peut devenir très compliqué. Donc, pour une personne en milieu ordinaire, mais encore plus un parcours du combattant pour les personnes que nous accompagnons en situation de handicap. Donc, selon vous, quelles peuvent être les réponses pour améliorer cet accès aux soins? Madame Patou? Alors, donc, on l'a évoqué déjà aujourd'hui, donc la personne en situation de handicap, elle vieillit comme tout le monde. Avant de vieillir, elle présente une multitude de pathologies, de problèmes, avec des troubles aussi associés, qui, je pense, nécessitent un suivi rigoureux tout au long de sa vie, qui peut aussi, s'il est bien fait, préparer aussi au vieillissement. Je pense que en effectuant un suivi qu'on peut appeler chronique tout au long de la vie de la personne, en facilitant les liens avec les différents intervenants, etc., on peut anticiper plus facilement l'arrivée de nouveaux troubles qui arrivent avec le vieillissement. Et dans ce cas-là, pour ce faire, je pense que d'avoir des personnes responsables du coup de leur suivi, de faire en sorte de connaître la personne dans sa globalité, des accompagnements globaux, c'est ce que j'ai pu aussi observer dans le monde de la gériatrie où j'ai effectué mon stage l'année dernière. Je pense qu'il y a cette similitude aussi, la nécessité d'accompagnement holistique qui rassemble en fait une multitude de professionnels. Et je pense que d'aller dans le même sens en prenant en considération le quotidien de chacun et d'aller puiser les ressources dans chacun des domaines peut du coup faciliter l'avancement en âge et du coup accueillir les nouvelles problématiques qui peuvent se rencontrer. Donc en effet, la coordination du parcours tout au long de la vie est indispensable et mettre à disposition ces ressources auprès de la personne et de toutes les personnes qui gravitent autour d'elle, et aussi sensibiliser ensemble des acteurs du quotidien. Docteur Solis? Moi, je vais répondre à deux questions. Alors, la première, le frein par rapport au vieillissement et par rapport à l'entrée en soins, c'est que nous, les médecins et l'hôpital, on est très sanitaires. Et vous, les associations du papillon blanc, vous êtes très forts dans l'accompagnement. Et donc, ce frein, c'est que c'est deux mondes différents. Mais le levier, c'est qu'on a des points communs. Alors, peut-être plus avec la gériatrie. Et notre point commun, c'est qu'en fait, on a face à nous des gens qui communiquent mal, parce que dans les maladies neurodégénératives, on communique mal, on communique de moins en moins bien. Et du coup, on est sensible à ce qu'on appelle la communication non verbale. Et la communication non verbale, ça passe aussi, comme en pédiatrie, par l'observation complète de la personne et par l'accompagnement dans sa vie au quotidien. Donc ça, c'est notre point fort entre gériatre et vous. Et du coup, en fait, un accompagnement adéquat de quelqu'un dans le vieillissement, c'est un accompagnement qui nécessite de voir son fonctionnement au quotidien et de voir si ce fonctionnement s'altère ou pas. Et donc, ça nécessite toute une équipe. Et c'est pour ça qu'il faut des infirmières, et c'est pour ça qu'il faut des éducateurs spé, et c'est pour ça qu'il faut des accompagnants. Et donc, toute une équipe qui raconte comment la personne vit. Et alors, votre film, il montre aussi quelque chose de super important qui devrait être fait normalement tous les jours dans le milieu hospitalier, aussi bien chez nous que dans vos structures. C'est-à-dire, il faut associer la personne à son choix de vie, parce qu'il s'agit d'un choix de vie. Et pour associer quelqu'un à un choix de vie, quelqu'un qui ne communique pas, il faut connaître très bien ce quelqu'un, pour être sûr qu'il est bien. Et ça nécessite une équipe autour de la personne. Madame Mickens, je ne sais pas si je dis bien votre nom. Oui. Vous qui accompagnez, donc qui prenez en soin au domicile les personnes, donc oui, ça a été une de de mes premières grandes difficultés de toute façon. C'est que on est au domicile, donc on est seul. Et en même temps hyper accompagné puisqu'on est avec les familles, on est chez eux.
Il n'est pas question de bouleverser les habitudes de vie, on n'en a pas le droit et ils n'en ont pas l'envie. Donc l'enjeu, c'est de justement les amener à être épanouis et à se sentir bien en santé, en soins, sans tout bouleverser. Et là, on a besoin de levier. Donc on a besoin de collègues extérieurs, beaucoup. On n'a que ça en fait pour nous aider en tant que libéral. Je fais référence à mes collègues de la structure Schumann par exemple, qui m'apprennent tous les jours plein de choses et qui me donnent des pistes. Et c'est ça en fait, pour amener les personnes vers ce qu'on attend tous, être bien, on a besoin d'être ensemble. Alors, on est, vous l'avez fait remarquer, nous on recherche le soin, les éducateurs et les autres professionnels des papillons blancs vont bien encadrer et bien connaître la personne. Il faut se rejoindre à un moment donné pour pouvoir trouver le bon sens à donner dans la prise en charge. Là, ça a été ma première difficulté en fait, c'est pouvoir communiquer, comprendre, apprendre aussi ce que les structures attendent, parce qu'il y a des enjeux aussi. On ne peut pas rentrer chez quelqu'un et dire voilà, il vous faut ça. Il y a tellement de choses. Et je l'apprends encore maintenant, je continue. Moi j'arrive avec mes gros sabots et voilà, il faudrait faire ça. Et ensuite on décline. Pour arriver à ça, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Et pour le mettre en place, on doit s'intéresser à la personne, à la famille, à la structure. Il y a plein de choses à faire. Et donc ça nécessite, et je vous rejoins, de devoir tout le temps se former, s'interroger, se réunir, discuter. Il ne se passe pas une seule fois, à chacun de mes passages, par exemple dans la structure, je ne vais pas voir quelqu'un avant d'aller parler à un professionnel. Il s'est passé quelque chose il y a 5 minutes, 2 minutes, 1 heure, 2 heures. Et pareil pour eux. Et ça fonctionne plutôt bien. Ça marche bien. Et du coup, comment vous vous organisez, vous, en tant qu'infirmière libérale? Donc, est-ce que ce que vous dites, j'imagine, ça prend du temps? Beaucoup. On doit le prendre, ce temps. Alors, d'abord, faut bien comprendre que ça doit être en tout cas, pour moi, c'est un véritable choix d'intégrer le handicap et de toute façon, le vieillissement dans ma pratique. On y est confronté tout le temps. Mais ça a été un choix de l'apprendre, de le comprendre pour essayer de faire au mieux. Donc, ça demande de prendre du temps. De toute façon, on comprend très vite. Et dans notre profession, le temps est ce qui nous manque le plus cruellement. C'est un fait, il faut aussi l'identifier. Se dire, par exemple, voilà, je ne vais pas pouvoir passer plus d'autant de temps. Ça me permet de rendre qualitatif ce temps, si je l'ai identifié. Et des fois, je me dis, c'est impossible de raccourcir ce temps, et je fais avec. Je me laisse pas vraiment le choix, si vous voulez. Je décale ma tournée. Je vais revenir à la structure Schumann. Je sais très bien que je vais y rentrer. Je ne sais pas forcément quand je vais sortir. Vraiment. Des fois, ça va très vite et je me dis, voilà, je suis déjà sortie. Et des fois, le soleil s'est couché quand je sors. Mais je le sais, donc je fais en sorte de décaler mes patients pour pouvoir arriver dans cette structure et être un peu libre. Puis j'ai des patients très compréhensifs et à qui j'explique que c'est pas de la prestation. Le temps que je leur accorde à eux, je l'accorde à tout le monde, et un jour ils en auront besoin, donc eux ils le comprennent. Quand je rentre chez quelqu'un et qui est porteur d'un handicap, et on est tous porteurs d'un handicap à un moment donné dans notre vie de toute façon, on peut l'être, et qui en plus est vieillissant, on a besoin de prendre son temps. C'est là une difficulté pour moi aussi, prendre son temps, voilà. Ça peut être une des plus grandes difficultés. Mais j'ai besoin de prendre mon temps pour comprendre, apprendre aussi, savoir ce dont la personne a besoin, puis après trouver les partenaires. Parce que dans le libéral, il faut les chercher, les partenaires. Il faut s'appuyer on n'a que ça. Voilà. Merci. Donc nous allons parler maintenant des professionnels. Donc
on a bien parlé des différences de culture, ça peut, voilà, elles sont complémentaires, mais en tout cas, ces différences, elles existent. Donc, quand le vieillissement et le soin donc, prend une importance dans le projet de vie de la personne, comment on accompagne ces professionnels? On a parlé tout à l'heure du fait de se rencontrer. Alors, encore une fois, ce type de colloque est aussi l'occasion de se rencontrer. On en fera un en octobre, je fais la petite pub au passage. En octobre 2024, ça fait quelques années maintenant qu'on organise un colloque avec les partenaires secteur personnes âgées. Et là, cette année, il sera personnes âgées, personnes handicapées. Donc, c'est l'occasion que les professionnels se rencontrent, partagent leurs compétences, leurs techniques. Parce que, alors on parle souvent de la télécommande qui a été créée, qui est désormais utilisée par tous, mais qui, à la base, est issue d'une problématique, voilà, d'une personne en situation de handicap qui ne pouvait pas se déplacer pour changer sa chaîne de télé. Et donc, c'est aussi voir comme une force le fait de pouvoir accompagner des personnes en situation de handicap, parce que ça va forcément rejaillir sur l'ensemble de la société, de la population. En ce qui nous concerne, des personnes âgées qui sont actuellement accueillies. Vous utilisez la méthode Falk et elle est aussi très intéressante pour le secteur hospitalier, pour des personnes qui ne savent pas lire, qui ne savent pas parler français, qui ne savent pas lire le français. Ce sont des outils très utiles en fait. Donc c'est aussi de pouvoir capitaliser sur le fait d'un accompagnement qui peut être à un moment donné spécifique, mais comment il va être généralisé et généralisable sur l'ensemble. Donc c'est sur ça qu'il faut savoir surfer. Et les immersions croisées, on a parlé tout à l'heure d'immersions de personnes en situation de handicap qui viennent au sein des établissements, c'est la même chose pour les professionnels, que des professionnels secteur gériatrique, particulièrement secteur hospitalier, parce que tout est assez normé. Voilà, on a une expertise sanitaire très forte, mais une expertise médico-sociale, domiciliaire qui est un peu moins forte. Donc on va aller se nourrir de ça au sein de votre association et des associations qui accompagnent les personnes en situation de handicap, et à l'inverse, qu'on puisse aussi apporter cette expertise sanitaire, cette compétence en soins. Et je parlais tout à l'heure au niveau de l'USLD Jeunes Habitants, on a un éducateur spécialisé, donc c'est un choix d'équipe à un moment donné de réduire son nombre d'aides-soignants pour intégrer la compétence éducatrice, puisque nous n'avons pas de moyens supplémentaires pour créer cet espace de vie. Mais c'est ça aussi, c'est de faire évoluer les compétences. Encore une fois, les choses sont assez normées à l'hôpital, ce qui est très bien par ailleurs, mais parfois c'est une limite, puisqu'on a des aides-soignants, des infirmiers, des médecins, mais on n'a pas forcément beaucoup d'ALP, désormais AES, pas d'éducateurs spécialisés, en tout cas toute la culture sociale qui mériterait d'être renforcée, et c'est ce que nous renvoient les professionnels paramédicaux, de dire on a un projet d'accompagnement personnalisé qui compte un volet social et un volet soins. Sur le volet soins, forcément, ils vont être experts du sujet, mais d'être assez démunis pour la réalisation de la partie sociale, puisque c'est pas leur cœur de métier, c'est pas leur formation. Donc eux aussi sont en demande de pouvoir avoir d'autres compétences. Donc s'il y a un axe de travail à réaliser, en tout cas pour notre secteur, c'est celui-là, d'avoir davantage de compétences sociales au sein de nos équipes pour pouvoir renforcer cet accompagnement-là et qui profitera encore une fois à tous. Monsieur Cohen. Je vais essayer de ne pas être trop redondant avec ce qui est évoqué. Je dirais que, quelque part, le dénominateur commun dans tous les services dans lesquels j'interviens, c'est cette volonté d'élargir son champ de compétences et cette conscience qu'on a des choses à apprendre aussi de la part d'autres secteurs. Je pense aussi qu'une des manières d'aborder la question de l'acculturation, c'est aussi de valoriser le regard porté par les professionnels qui interviennent quotidiennement auprès des personnes. Je pense qu'il y a des pratiques d'accompagnement, il y a une expertise. Je tiens à souligner la manière d'observer, de remonter les changements de comportement de la part de nos collègues AMP, AES, EDUC, IDE. Et ça, c'est aussi important de valoriser ce savoir-faire qui est réel. Et je pense que c'est une très bonne base pour aller se nourrir de ce que les autres peuvent nous apporter. Je soulignerai aussi quelques aspects qui ont été abordés, notamment la question de la formation. Moi, si je remonte du temps ça fait quelques années maintenant, du temps de ma formation, la question du vieillissement n'était pas forcément abordée, ou en tout cas de manière très, très légère, et je pense qu'en formation initiale, ça se pose encore pour un certain nombre de métiers.
Maintenant, on a les formations, je dirais, dans notre vie professionnelle, et je crois que là, au niveau de la masse, on a eu beaucoup de chance. Dernièrement, on a eu une formation avec Polycap sur le vieillissement, et je dois dire que c'était vraiment plébiscité par nos collègues qui accompagnent quotidiennement les personnes, et je crois qu'on a vraiment encore à amplifier ce type de formation, ce type de partenariat, parce qu'on y gagne énormément. Et puis, comme ça a été dit, je crois qu'on a vraiment des choses à explorer, donc des formations communes, des temps passés ensemble, à partager nos regards et nos expertises. Donc soyons maintenant très concrets, très pragmatiques, parlons du soin, de la santé. Tu m'adresses vraiment aux soignants, donc quelle est la spécificité de la prise en soin des personnes en situation de handicap, et est-ce qu'il y a vraiment une spécificité? Donc Mme Paquet, pouvez-vous nous parler un peu de la pratique avancée, et puis en tout cas de pouvoir nous expliquer ce nouveau métier? Qu'est-ce que ce nouveau métier? Alors en effet, infirmière en pratique avancée, c'est un nouveau métier qui je pense, peut être une bonne solution pour faciliter l'accès aux soins de la population en général, mais encore plus pour les personnes en situation de handicap. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un accompagnement qui se veut global, qui doit prendre en compte en effet le volet santé, mais aussi le volet éducatif et social, avec tous les acteurs qui gravitent autour de cet accompagnement. Il apporte des difficultés en effet parce que c'est des personnes qui présentent une polypathologie, qui forcément associe une polymédication, qui ajoute des difficultés quand il s'agit du diagnostic. Là on parle du vieillissement, on sait que pour diagnostiquer un trouble neurocognitif chez une personne atteinte de handicap, c'est difficile parce que les outils qui existent doivent être adaptés. Et surtout, il peut y avoir d'autres causes de déclin cognitif qui ne doivent pas être liées. C'est pour ça que je reviens sur l'importance du suivi de l'état de santé tout au long de la vie. Le fait d'avoir un suivi assez précis et bien détaillé, bien expliqué à l'ensemble des acteurs, permet au moment où un déclin cognitif est envisagé d'avoir déjà eu la possibilité d'écarter d'autres causes et de pouvoir prendre en compte, de prendre en charge plus facilement du coup ces nouvelles problématiques. Et du coup, le métier d'infirmière en pratique avancée nous forme du coup au suivi chronique et global de la personne, pour vraiment pouvoir repérer les signes de décompensation et d'aggravation et les préparer et pouvoir bien faire la différence entre l'état actuel et l'état antérieur, pour pouvoir mettre en place des choses pour adapter le quotidien de la personne. C'est aussi, je pense, la possibilité de faire le lien entre différents acteurs et renforcer les liens avec les partenaires qui peuvent faciliter du coup l'accompagnement médical et de soins des personnes qu'on accompagne. Merci. Dr Solis. Alors, moi, en pratique, en fait, je dirais que concrètement, si je reçois quelqu'un qui a une déficience ou un handicap et que je dois savoir comment il vieillit, je fais la même chose que ce que je fais en garde en gériatrie, c'est-à-dire que j'arrive dans un service et on me dit « Monsieur Chambrin tel ne va pas bien ». Et du coup, je rentre dans la chambre et je vois que monsieur a un AVC, monsieur n'est plus autonome, monsieur est mutique. Et du coup, je vais chercher les soignants et je leur demande de me parler de monsieur, de savoir ce qu'il sait faire, quelle est son autonomie, s'il parle, quelles sont ses habitudes, ce qu'il aime manger, comment ça se passe. Et en fait, une fois que j'ai compris qui était la personne en face de moi, comment il fonctionne, quelles sont ses habitudes, alors je demande à l'équipe ce qui ne va pas et ils me disent mais il n'est pas comme d'habitude. Et alors à ce moment-là, et c'est là qu'on a besoin de formation, j'essaye c'est-à-dire que dans la pathologie du vieillissement ou dans les pathologies aiguës en général, après je dois mener l'enquête médicale pour savoir ce qui fait que la personne n'est pas comme d'habitude. Mais en fait, à l'hôpital, très souvent, on m'appelle en me disant « Monsieur Truc ne va pas bien, il n'est pas comme d'habitude ». Et avant moi, j'ai en face de moi quelqu'un qui ne va pas m'expliquer ce qui ne va pas. Et donc, il faut que je comprenne quelles sont ses habitudes et pourquoi ces habitudes sont rompues. En fait, j'ai l'impression que quand je rencontre quelqu'un qui est porteur d'un handicap, c'est la même problématique. Il faut d'abord que je comprenne qui est la personne en face de moi, comment il fonctionne, pourquoi il n'a pas bu son café, qu'est-ce qui fait que les soignants ou les accompagnants
trouve que c'est pas habituel. Donc une fois que j'ai compris qu'il y a vraiment une rupture dans un comportement usuel, je sais qu'il se passe quelque chose. Et après, c'est à moi de débrouiller et de trouver quelle est la cause médicale, s'il y en a une, qui explique ce changement de comportement. Parce que parfois, c'est pas médical, mais parfois, c'est médical. Donc après, là, c'est une histoire de formation et aussi de connaissance de la pathologie du vieillissement, et en particulier des pathologies neurodégénératives. Merci, on vient de me dire